Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. C'est pas coutume, le sujet, concerne pas forcément le transport routier de marchandises ou le business, comment, améliorer, nos affaires, quoique c'est un sujet plutôt de développement personnel et notre expert, c'est Fabrice Agré. Alors, je laisse la parole à notre expert qui va nous expliquer en quoi le corps facilite et participe à notre communication et c'est un élément vraiment très important. À toi, Fabrice. Merci Olga. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de passer ce moment avec vous pour justement partager mon expérience dans ce domaine et voir effectivement qu'est-ce qui pourrait vous être utile dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle, parce que la communication, c'est quelque chose que l'on retrouve absolument partout. Alors, je vais me présenter. Pour cela, je vais partager quelques slides. Vous allez voir, ça va être beaucoup un échange qui va être comme ça, oral, avec des explications, des démonstrations et des partages avec vous. Juste quelques slides au départ pour présenter le cadre. Alors, hop, normalement, vous devez voir la slide qui s'est affichée. Donc, comment s'exprimer? Effectivement, au-delà des mots, le corps et la voix. Alors, c'est le corps, mais c'est aussi la voix, c'est-à-dire tout ce qui met en forme notre discours lorsque nous sommes en interrelation avec les autres, que ce soit professionnellement, que ce soit avec nos amis, dans notre couple, avec nos enfants, on est dans cette relation. Je suis Fabrice Agré, je suis formateur, je suis coach, je suis psychothérapeute et j'accompagne les personnes dans les entreprises depuis une trentaine d'années maintenant, avec donc ma société qui s'appelle Play It Again. Et Play It Again, donc c'est une société qui fait au départ du théâtre d'entreprise, c'est-à-dire que les intervenants, nous avons tous une formation de comédien. Et donc c'est utile dans la communication puisque effectivement le travail du comédien, c'est de travailler sur son corps, sur sa voix, sur les émotions, sur la relation à l'autre. Alors, chez Play It Again, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc de la formation, de la sensibilisation. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une sensibilisation sur ce sujet. On est en distanciel, on ne peut pas vraiment expérimenter, mais on va échanger, expliquer des choses. On fait aussi la facilitation et de l'événementiel. Donc là, c'est lors de, par exemple, d'un séminaire, on vient illustrer avec une scénette de théâtre une thématique, donc avec la force du théâtre qui montre vraiment des relations, des situations, avec les ressentis, avec les réactions des personnages. Et puis, facilitation, c'est comme vous avez pu déjà lire ça dans des séminaires, des animations, de groupes de réflexion, du team building. Et puis, du coaching individuel, donc, ou d'équipe pour faire réfléchir et faire évoluer les personnes. Voilà, et donc nous sommes une entreprise, une société de terre d'entreprise, mais aussi d'organismes de formation. Sur quoi nous travaillons? On travaille sur là où il y a du comportemental. On accompagne les managers dans le management. On accompagne les entreprises sur des sujets de RSE comme la diversité par exemple, le sexisme qui est beaucoup demandé, le handicap. On accompagne sur tout ce qui est risques psychosociaux, qualité de vie et de conditions de travail. La prise de parole en public, bien sûr, et ce que l'on va faire là, parlant justement du geste, de la voix, se rapproche de cela, mais pas que. On travaille sur la sécurité, on travaille sur les valeurs, la vision, la raison d'être d'une entreprise, et on travaille sur la relation commerciale. Dans toutes ces thématiques-là, vous voyez, il y a du contact. Lorsqu'on parle de risques psychosociaux, par exemple, c'est j'ai une personne qui est en difficulté face à moi, comment je m'adresse à elle, comment je communique, comment je l'écoute, comment je la fais parler pour l'accompagner. Dans la diversité, c'est la même chose. Chacun d'entre nous a sa singularité. Comment nous communiquons ensemble là-dessus pour ne pas exclure, pour accueillir, pour pouvoir parler de ces sujets qui parfois sont un peu délicats à aborder. Alors, donc, on va s'exprimer, on va travailler sur le corps, la voix. Avant de vous présenter ce que je vais faire, moi j'aimerais vous entendre. Alors, je vais arrêter le partage. Et que vous me disiez, alors, bon, oui, il n'y a pas trop de personnes, on peut peut-être faire ça à l'oral, alors c'est intéressant de pouvoir parler. Si en une phrase ou deux, vous pouviez nous dire qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans cette heure que nous allons partager? Est-ce que certains veulent s'exprimer là-dessus?
En une phrase. Oui, bonjour, Bruno Salmon. Bonjour. Je pense que tout le monde me voit. En tout cas, on vous entend très bien. Bon, tant pis pour la vidéo, vous aurez que ma voix. Dans l'idée, effectivement, la motivation, c'est de comprendre et mieux maîtriser, en tout cas, les différents canaux de communication. Donc la parole est une chose, effectivement, mais qu'est-ce qu'on peut déceler comme gestuel, comme comportement imperceptible lorsqu'on n'y est pas sensibilisé, lorsqu'on prend la communication, qu'on prend la parole auprès d'une équipe? D'accord. C'est un petit peu là mes attentes. Parfait. Merci. Merci. Un autre témoignage? Oui, Olivier Dutrec pour Fréquin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir mieux gérer des tics verbaux ou des tocs, pour le coup, quand on prend la parole. On a souvent des choses qui nous reviennent à l'esprit une fois qu'on a terminé des prises de parole, et justement, voilà, comment travailler sur ce qui, par nature, est totalement inconscient. D'accord, très bien. Merci. Le troisième témoignage? Caroline Le Goff pour Steph. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la partie communication, enfin, tout ce qui est non-verbal. Que le comportement, quand une personne parle, pour savoir si elle est en accord ou pas avec ce qu'elle dit. Parfait, merci. Encore un ou deux témoignages? S'il n'y a personne d'autre qui veut s'exprimer, on va démarrer là-dessus. Voilà. Alors, je vous repartage l'écran. Hop, hop. Voilà, pour vous montrer les éléments suivants. Alors, s'exprimer par le corps, la voix, on pourrait me dire qu'il y a deux grandes familles. Il y a effectivement je dirais que pour convaincre, c'est-à-dire que vous êtes face à une équipe, vous êtes face à une salle, vous êtes face à une seule personne. À un moment donné, quand vous vous exprimez, vous voulez vous faire comprendre, donc faire passer un message. Parfois même, il faut convaincre la personne parce qu'elle n'est pas convaincue. Donc, on a une communication qui, à l'apparence, est à sens unique, où donc vous délivrez un message et soyez le plus efficace dans votre communication. Et puis parfois, la communication, elle est dans une interaction, même très souvent, et vous avez face à vous, quand ça se passe moins bien, des tensions, des conflits. Et donc, à un moment donné, ce que vous allez dire, ou comment vous allez retenir, comment vous allez écouter, et comment vous allez vous présenter à l'autre, va apaiser ce conflit ou cette tension. Et c'est le but recherché. Donc, tout ce que je vais vous évoquer, je vais essayer de le mettre en lien avec ces deux éléments, mais surtout, n'hésitez pas à me poser des questions et à ramener les choses à vos intérêts quand j'expliquerai les choses. Ça, c'est un schéma général qui montre une personne qui communique. Au centre, vous avez l'objectif et l'interlocuteur. C'est-à-dire que nous parlons toujours à une personne. Et on sait bien que si la personne est différente, on ne s'exprimera pas de la même manière. Et puis, on a un objectif qui est soit de la convaincre, soit d'apaiser, soit de, comme j'ai dit tout à l'heure. Bien. Donc ça, c'est toujours présent et forcément, c'est quelque chose qui va influer sur notre communication. En haut à gauche, vous avez les pensées, les sensations et les émotions. Face à un interlocuteur, que ce soit un grand groupe ou une seule personne, nous avons toujours un questionnement en nous. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que je vais réussir? Ce sont nos pensées. Et puis parfois, on a des sensations. On peut avoir la boule au ventre, on peut être énervé, on peut être crispé, etc., etc. On peut dire j'ai le trac quand je parle devant un groupe. Et donc, on a une émotion. Le trac, c'est une peur. Mais si je suis en interaction avec quelqu'un qui a un conflit, mon émotion, ça va être la colère. Donc ça aussi, c'est toujours présent et c'est quelque chose qui va aussi colorer ma communication. Et qui va avoir notamment un impact sur le cercle qui est en haut à droite, où on a le non-verbal, donc entre autres le corps, mais aussi autre chose, les intonations de voix, et puis les mots qu'on va choisir. Nous, on va travailler sur le non-verbal et les intonations de voix, c'est-à-dire la forme que l'on met. Le cercle du bas, c'est la rhétorique, c'est les arguments. Ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais depuis une trentaine d'années que je fais des formations en entreprise et que j'accompagne des gens, lorsque des personnes sont face à un public ou face à un interlocuteur qui est difficile et que ça ne réussit pas, qu'elles ne sont pas satisfaites d'elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent « j'ai pas trouvé les bons mots, j'ai pas eu les bons arguments, je n'ai pas su convaincre ». Ce n'est pas
totalement faux, mais c'est en grande partie surestimer l'importance de la rhétorique. C'est-à-dire que les personnes qui disent ça oublient que leur corps a raconté quelque chose, leur intonation de voix a raconté quelque chose, leur silence a raconté quelque chose, et que les pensées, les émotions qui les traversaient ont influencé sur tout ça. Donc on va réfléchir sur ces choses-là, voyez, sur le non-verbal et les intonations de voix. Il y a un schéma que je vous présente. Il n'est pas tout à fait juste ce schéma, il est critiqué, c'est le diagramme de Mehrabian. Mais bon, je le montre quand même, parce qu'il marque les esprits, c'est intéressant quand même de le connaître, qui nous dit que le non-verbal, c'est-à-dire le corps, les mimiques, le sourire, les gestes, c'est quelque chose dans la communication qui est très important, qui marque l'esprit, de même que les intonations de voix, et ensuite viennent les mots. Alors, oublions les chiffres de 7%, 38%, ça c'est pas très important, mais c'est évident, on peut tous se rendre compte que lorsque vous rencontrez une personne, la première chose que vous percevez d'elle, c'est son apparence physique, c'est son visage, son regard, et lorsqu'elle va vous parler, vous allez entendre une voix. Et c'est ça qui va effectivement vous donner une première information qui va colorer le reste. De même, si vous êtes en interaction avec un collègue que vous connaissez depuis longtemps, ben, vous allez voir à sa mimique ou à son intonation de voix déjà percevoir ce qu'il veut vous dire. Est-ce qu'il est agacé? Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce qu'il est en panique? Et donc, les mots qu'il va dire derrière, les arguments qui vont sortir seront complètement colorés par cette forme-là. Donc, c'est important de réfléchir sur cette forme justement pour le mieux possible la maîtriser. Je dis bien le mieux possible parce qu'on ne se voit pas, on ne s'entend pas, et pris dans le feu de l'action, mais forcément, il y a beaucoup de choses et il y aura toujours beaucoup de choses qui nous échapperont. Voilà. J'arrête ici pour les slides et je reviens à vous, voilà, visuellement. Donc n'hésitez pas, hein, si à certains moments vous avez envie de parler à la fin d'une présentation, pas besoin de lever la main parce que je ne voudrais pas forcément ça, vous n'êtes pas si nombreux que ça, vous pouvez lever, ouvrir le micro, prendre la parole et puis poser une question, et comme ça on interagira. Et puis à la fin, je vous laisserai du temps aussi pour pouvoir échanger. Alors, par quoi va-t-on commencer? On va commencer par quelque chose qui est important, c'est la respiration. La respiration, les autres ne la voient pas, mais pourtant ils la ressentent. Ils la ressentent facilement. Alors, ils la ressentent parce qu'elle va générer dans votre corps de l'apaisement. Si vous êtes face à une équipe, face à 500 personnes ou face à une personne, et qu'il y a une tension qui est due soit au trac que vous avez, est-ce que je suis légitime, est-ce que je vais être compris, ou qui va être due, par exemple, au fait que la personne en face n'est pas d'accord avec vous, peut-être même peut être hostile. Donc ça génère en vous une émotion qui est assez forte. Alors ça va être très important, c'est le moyen de se calmer, c'est de respirer. Retenez bien une chose, vous ne pouvez pas supprimer une émotion en vous. Si vous vous dites « il ne faut pas que j'ai peur » ou « il ne faut pas que je sois agacé », ça ne marchera pas parce que la partie du cerveau qui génère l'émotion, elle n'est pas contrôlable comme ça. Elle est contrôlable indirectement et elle est contrôlable indirectement par la respiration. Donc ça va être important. Là, vous êtes à votre bureau, vous êtes assis. Moi, je vous invite non pas à d'être appuyé sur votre fauteuil, mais à mettre les fesses au fond du fauteuil pour avoir le dos droit. Et sentez comme ça déjà que votre nuque, soit vous mettez la tête un petit peu en arrière, soit vous rentrez trop le menton, et puis au milieu, il y a un endroit où c'est juste, hein, où vous sentez que la tête, elle est bien équilibrée. Hein, il n'y a pas de tension dans le cou, elle n'est pas trop rentrée, elle est au milieu. Et vous êtes droit. Et là, vous pouvez respirer calmement. Je vous invite à mettre votre main sur le ventre. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut être fait même en visio où personne ne vous voit. Et sentir que quand vous respirez normalement, sans forcer,
votre ventre pousse votre main. Ça veut dire que vous avez les abdominaux qui sont décontractés. Donc, vous pouvez respirer avec le bas de votre corps et donc permettre à vos poumons de s'ouvrir vers le bas. Donc, d'avoir une respiration plus ample qui va vous calmer. Vous êtes dans une situation qui est délicate avant de prendre la parole ou dans une interaction. Vous respirez, vous savez, il y a des choses que je vous invite à faire qui sont faciles. On appelle ça la cohérence cardiaque. Vous trouvez ça sur Internet, vous avez des petits trucs qui peuvent vous aider. C'est-à-dire que vous allez inspirer pendant 5 secondes, vous allez expirer pendant 5 secondes. Voilà, je vous invite à le faire. Voilà, vous avez compris le principe. C'est quelque chose que vous faites à votre rythme. Vous pouvez ralentir. Vous pouvez le faire à n'importe quand dans la journée. Et c'est quelque chose qui, en quelques minutes, va vous calmer, va amener de l'oxygène dans votre cerveau, va détendre vos muscles et va faire que vous serez dans la position idéale pour retrouver la confiance en vous et pour encaisser une agressivité, une mauvaise humeur qui est face à vous. Pensez que dès que vous êtes dans une situation comme ça, un peu de tension, vous allez avoir tendance à relever les épaules. Et donc, quand vous relevez les épaules et à serrer les abdominaux, et quand vous faites ça, vous voyez, vous ne pouvez plus respirer avec le ventre. Vous avez une petite respiration qui est étriquée. Hein, je vous invite, serrez vos abdominaux, crispez un peu les épaules et respirez maintenant. Vous devez sentir la différence qu'il y a avec ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez? Et donc, là, vous le faites de manière un peu forcée, mais dans une interaction avec quelqu'un, c'est ce qui se passe sans que vous en rendiez compte. Et ça joue. Ça joue pour vous, mais ça joue aussi pour l'interlocuteur parce que, sans savoir pourquoi, il va sentir qu'il y a une crispation en vous ou au contraire que vous êtes détendu. Donc, détendez-vous et pour cela, respirez. Deuxième chose pour se préparer. Je vous ai dit les émotions, vous ne pouvez pas travailler dessus, mais vous pouvez travailler sur les sensations, travailler sur la respiration. La deuxième chose qui reste, c'est les pensées. Vous êtes en train de vous dire, soit je ne vais pas y arriver, les autres ne m'écoutent pas, je n'arrive pas à les convaincre, je ne suis pas légitime. Ou peut-être que vous dites parfois, l'autre m'énerve, il m'agace, il est de mauvaise foi, il ne veut pas m'écouter, il est agressif. Chaque fois que vous avez des petites phrases comme ça dans votre tête, elles viennent là aussi mettre des filtres entre vous et le monde extérieur. Donc elles ne vous aident pas. Elles ne sont pas totalement inutiles. Elles sont là pour vous alerter, pour vous dire attention, sois vigilant. Sois vigilant parce qu'il faut que tu sois au niveau, ou sois vigilant parce que peut-être que l'autre, effectivement, il n'est pas prêt à t'écouter. Mais il ne faut pas qu'elle dépasse ce niveau d'information. Alors pour ça, moi j'ai un petit truc que je vous partage. C'est que cette petite voix intérieure que j'ai, comme vous, comme tout le monde, et c'est normal de l'avoir, je l'appelle Jiminy Cricket. Vous savez, c'est le petit personnage qui est assis sur votre épaule, là, comme ça, et puis qui vous chuchote à l'oreille. Il vous dit, attention, tu sais, là, t'es en train d'ennuyer les gens, là. Ah, t'as vu comment ils te regardent? Non, mais t'as vu, tu te tiens pas bien, là, écoute, c'est pour ça, hein, tu t'es trompé. Alors, Jiminy Cricket, c'est comme un enfant qui serait un peu turbulent. Il faut lui dire, écoute, tu as le droit de jouer, c'est bien, je t'ai entendu, mais là, je suis en train de travailler, donc tu vas t'asseoir sur la chaise, d'accord? Et puis, je m'occuperai de toi tout à l'heure. Mais tu n'as pas à courir partout et à sauter sur les meubles. Donc, Jiminy Cricket, il a sa place. Mais sa place, elle est là. Il faut le reconnaître. Ok, d'accord, je suis un peu stressé. Ah oui, d'accord, l'autre m'énerve. Ok. Jiminy Cricket, tu t'assois, et donc, je vais pouvoir maintenant me consacrer. Donc, ta respiration et Jiminy Cricket à sa juste place, déjà, vous avez un corps qui va être beaucoup plus détendu. Ensuite, on va passer justement à ce corps. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je me lève. Hop.
normalement, vous devez me voir. Oui, vous me voyez. Si vous êtes debout, chose très importante, c'est d'être ancré dans le sol. Donc, imaginez l'image, si vous êtes ou un phare ou un chêne avec des racines bien profondes, vous voyez. Et donc, évitez à tout prix de piétiner, de vous retrouver comme ça, à vous balader, à vous dandiner. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous faites ça, vous vous mettez dans un mouvement d'agitation. Donc, c'est bien, tout comme la respiration, que vous soyez calme et posé. Mais surtout, ça va générer chez l'autre qui vous regarde une impression de calme. Et c'est ça qui est important. Vous, vous avez le cœur qui bat. Vous, vous avez des transpirations. Vous, vous êtes énervé. Vous avez le Jiminy Cricket qui vous parle. Mais qu'est-ce que l'on voit? On voit quelqu'un qui est posé, qui est ancré. Voilà. Vous êtes calme. Et donc, ça va calmer l'autre qui est en face. Et si l'autre est calmé, ben ça va vous calmer vous. Qui va calmer l'autre, etc. Vous avez un cercle vertueux qui se met en place. Respiration, ancrage dans le sol. C'est important. Autre chose qui est... Alors, si vous êtes assis, parce que souvent ça se passe en visio, ou vous êtes derrière un bureau, bon, ben là, effectivement, mais ça va être se tenir droit. Vous voyez, se tenir droit. Parfois, on a les bras croisés comme ça, on va décroiser les bras. On va mettre les fesses au fond de la chaise, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous respirez calmement, vous vous tenez droit. Voilà. Ça, c'est une image qui va vous aider, ça va vous aider, vous, en tant que posture, ça va aider l'autre en tant qu'image. Alors, ça, c'est donc l'ancrage. Pensez aussi à des choses toutes simples comme la posture de la tête. Hein. Vous savez, souvent avec les écrans, on a des postures qui sont un petit peu bizarres avec la tête. Non seulement si vous avez la tête en arrière et que vous tenez en avant, ça tire sur vos cordes vocales, donc c'est pas bon pour votre gorge. Hein. Et puis là aussi, ça crée une micro-crispation qui va se sentir chez l'autre. Plus vous êtes vertical, avec la tête qui reprend, hop, je vais faire on va voir comme ça le profil, oui. De là, vous passez à ça, ça change votre voix, ça vous donne une stature et ça envoie une énergie très positive à l'autre. Donc, le corps, la tête. Autre élément qui va être important, qui communique, c'est le regard. Alors, le regard, si j'ai une personne face à moi, bon, ben, je regarde la personne. Il faut penser à la regarder. Vous savez, je dis ça, mais lorsqu'on a quelque chose de difficile à dire à quelqu'un, souvent on aura tendance à regarder un peu ses chaussures, ou à regarder en l'air, ou à éviter son regard. Hein. C'est important. Imaginez, vous êtes manager, vous devez dire à votre collaborateur, je ne sais pas, le recadrer, lui rappeler une règle, ou lui dire qu'il n'aura pas d'augmentation à la fin de l'année. C'est gênant, on préférerait faire autre chose que ce genre de choses. Mais là, vous assumez, donc, je me tiens droit, je respire, je regarde la personne dans les yeux, voilà, et calmement, je dis les choses. Ça montre que je ne suis pas envahi par le doute. Sinon, ben, si je ne regarde pas, c'est je dois te dire quelque chose, mais moi-même, j'hésite à le dire. C'est ça que ça veut dire. Donc, je regarde. Okay. Si je suis debout, ou même assis, face à un groupe, que ce soit une réunion ou face à un grand groupe. Ça va être important de distribuer le regard, de regarder tout le monde. Il y a des gens à ma droite, il y a des gens à ma gauche. Parce que je crée une relation avec eux, je ne les oublie pas. Vous savez, il n'y a rien de pire dans une réunion, il y a quelqu'un qui parle, il parle à un petit groupe, et puis vous êtes derrière, et puis personne ne vous voit. Enfin, l'orateur ne vous regarde pas. Donc, pensez à regarder tout le monde. Vous distribuez le regard. Attention, si vous n'êtes pas vigilant, vous allez regarder en priorité les leaders et les contre-leaders. Le leader, bah c'est le patron, c'est le responsable, c'est l'ancien, c'est celui qui a le plus d'influence, que vous voulez convaincre. Ou bien le contre-leader, c'est celui qui vous casse les pieds et vous vous dites qu'il faut à tout prix qu'il ne me pose pas de questions. Donc vous le regardez lui pour avoir son assentiment et qu'il ne vous embête pas. Mais du coup, vous oubliez les autres. Donc, pensez à ça. Regarder, c'est vraiment poser le regard. C'est prendre le temps.
C'est-à-dire, c'est quelques secondes. Hein. Quand je regarde quelqu'un, je lui parle pendant quelques secondes. Puis je regarde une autre personne pendant quelques secondes. Ce n'est pas faire un essuie-glace comme ça qui distribue. Là je regarde personne. Non, je prends le temps. Je prends le temps. Je prends le temps. Vous voyez? C'est l'attention, elle est là. Donc ce regard, il est important. Et donc, si parfois vous êtes orateur avec un papier, bah, oui, s'il vous faut lire quelque chose parce que c'est un texte précis, ben, lisez-le. Mais souvent, vous n'avez pas besoin de notes, vous savez ce que vous voulez dire, vous mettez juste les titres de ce que vous voulez dire, et puis parlez réellement aux gens. Hein. Soyez vraiment en contact avec eux. Parenthèse pour la visio. La visio, quand même, est singulier. Hein. Vous avez remarqué que vous ne pouvez pas regarder les gens dans les yeux en visio. Soit je regarde la caméra et je vous regarde dans les yeux, mais je ne vous vois pas puisque vous êtes dans l'écran en dessous, soit je vous regarde sur l'écran, mais je ne vous regarde pas dans les yeux puisque la caméra est au-dessus. Donc, c'est quand même un médium de communication très particulier où on ne se regarde pas quand on se parle. Voilà, c'est un peu étrange. Et pourtant, on se voit et pourtant, on ne se regarde pas. Alors, essayez tout de même d'être face à l'écran. Ça, c'est une règle. Vous savez, parfois, vous avez des gens, je ne sais pas, ils ont double écran, ils disent comme ça, oui, alors c'est super. Ouais, ouais. Bon, ben écoute, là, je te le dis franchement, les yeux dans les yeux, ben non, ça ne marche pas. Donc, c'est un peu désagréable, ce genre de choses. Et puis, autre chose aussi, c'est, vous voyez, moi, je suis sur mon ordinateur portable, je l'ai surélevé sur une pile de livres que vous ne voyez pas, mais pour qu'il soit à hauteur de mon visage. Parce que sinon, je vais le déplacer, vous avez ce qu'on voit très souvent, c'est-à-dire que vous avez ça. Vous voyez les gens par en dessous. Donc, ce n'est pas très agréable, ni très esthétique, ni très agréable. Vous avez derrière une espèce de ligne de fuite de ce qui est derrière. Et quand vous avez 8 heures de vidéo comme ça, vous voyez les gens par en dessous. C'est beaucoup plus direct si vous avez à peu près à hauteur de visage votre caméra. Voilà. Donc, on a vu le corps, on a vu le regard. On va voir autre chose qui est très important. Enfin non, je vais enchaîner après le regard sur les mimiques. Hein, parce que bien sûr, ce qui se lit sur votre visage aussi, c'est toutes les émotions que vous avez. Hein, donc, si vous êtes ennuyé, si vous avez la colère, si vous avez des choses comme ça, donc ça va se voir. Hein, alors, là aussi, quand on est en visio, vous passez plusieurs heures, d'un coup, vous avez une espèce de tête comme ça, vous avez un peu de fatigue, et puis... Alors, ça c'est intéressant, vous voyez, parce que quand vous avez les gens qui ont un visage comme ça ne veut pas dire... Jiminy Cricket, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tu vois, ils s'ennuient les autres, ils se cassent les pieds avec toi. Mais non, ils ont simplement 8 heures de visio dans les pattes, c'est tout. Donc, avoir une tête comme ça, vous voyez, ou peut-être que simplement parce que j'ai oublié de mettre de l'argent dans mon parc-mètre et que je sais que ma voiture va se faire enlever par la fourrière. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Donc, n'interprétez pas les visages des autres et vous-même, sachez que votre visage, il peut se modifier sans que vous en rendiez compte. Dans la plupart du temps, ce n'est pas important. Vous communiquez avec les gens, ça se passe bien, il n'y a pas de conflit, votre client, il est content de travailler avec vous, votre collaborateur, il est d'accord avec ce que vous lui avez demandé, donc ça se passe bien, dire, même si on fait une drôle de tête, et même si on bafouille, et même si on est complètement tordu, et si on respire mal, c'est pas grave, et dans 80% des cas, ça se passe comme ça. Mais, dans 20% des cas où c'est un peu plus difficile, là, ça va être important, et notamment d'avoir notamment ce visage, d'être droit, comme je l'ai dit, de regarder la personne, mais aussi d'avoir un visage qui soit le plus positif possible. Donc, si on peut sourire un peu, c'est quelque chose qui aide parce que ça éclaire le visage, ça va l'illuminer et ça va donner un message positif à l'interlocuteur. Donc, ça va l'apaiser, donc, etc., etc. Et cercle vertueux, comme je vous ai dit. Qu'est-ce qui va faire que mon visage il va s'éclairer? Et là, je reviens au premier cercle que j'ai montré tout à l'heure, qui était en haut à gauche.
les pensées, les émotions, hein, les ressentis. Eh bien, si vous pensez que votre interlocuteur, si vous avez un avis négatif sur l'interlocuteur, forcément, ça va faire un filtre. Et forcément, vous allez avoir ce genre de choses qui va arriver. Je vais vous partager l'écran à nouveau pour vous montrer quelque chose. Avec ce schéma, vous voyez, on appelle ça les positions de vie. Ça vient de l'analyse transactionnelle. Et donc, vous avez 4 positions de vie. OK ou non OK, chaque fois. Si, par exemple, vous êtes non OK, OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire je pense que je suis non OK et je pense que l'autre est OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Je traduis. Je suis non OK, ça veut dire, par exemple, je vais prendre la parole devant un groupe, mais je sais que je ne suis pas bon, que je bafouille, je ne connais pas bien le sujet, les autres, ils ne sont pas d'accord, donc ils ne vont pas m'écouter, je ne suis pas légitime. Ou bien, je dois dire à mon collaborateur qu'il n'aura pas d'augmentation, alors qu'il le mérite. Ou je vais expliquer à mon client que on a eu du retard dans la livraison, et il a raison, c'est lui qui a raison, mon client, et que moi, je vais essayer de baratiner quelque chose, mais je ne crois pas à ce que je dis. Si j'ai ça dans ma tête, ça veut dire que ça va se voir dans mon corps, mais aussi dans ma façon de parler, bien sûr. Je vais être mal à l'aise, je vais être tendu, je vais être crispé, je vais mal respirer, j'aurai du mal à sourire, j'aurai du mal à le regarder dans les yeux. Autre configuration, je vais en bas à droite, je suis OK, l'autre est non OK. Par exemple, je suis manager, je vais dire quelque chose à un de mes collaborateurs, mais je pense que cette personne-là, elle est de mauvaise foi. J'ai projeté sur elle la mauvaise foi. Eh bien, ce que je vais dire aussi va être coloré par cette pensée, dont je n'ai même pas conscience. Et donc, je vais avoir un ton peut-être autoritaire. Je vais peut-être froncer les sourcils. Je vais être un peu, dans ma façon de parler, un peu vif. Et donc, l'autre va le sentir, risque de se braquer, mais vous voyez que je ne suis pas dans une attitude d'écoute ou d'égalité ou de non. Je suis déjà dans un jugement, avant même d'avoir entamé la relation. En bas à gauche, c'est non, OK, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais là, franchement? Et en face de moi, j'ai des gens qui s'en fichent complètement, et puis de toute façon, ils ne sont pas d'accord. Bon, ces jours-là, généralement, vous avez envie de rester chez vous, sous la couette, et puis vous vous demandez vraiment ce que vous faites au travail. Bien, vous avez une énergie qui est très basse. Alors, ça veut dire quoi, ce schéma? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans une zone de turbulence, c'est-à-dire une communication qui risque de ne pas être facile, soit parce que vous devez prendre la parole devant un groupe et que vous avez le trac, soit parce que vous devez dire quelque chose de difficile à quelqu'un, soit parce que vous avez effectivement devant vous quelqu'un avec qui il y a un historique et que la personne, vous savez qu'elle a été de mauvaise foi et un peu agressive par le passé. Si vous partez avec un état d'esprit OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis capable de me contrôler, de donner le meilleur de moi-même. Je ne suis pas parfait, mais donner le meilleur de moi-même. Je suis capable d'être à l'écoute. Je suis capable de rechercher une solution, une évolution. Je suis positif. Et l'autre en face de moi, eh bien, je projette sur lui quelque chose de positif. Si c'est un public de 200 personnes, je me dis, ces gens-là, après tout, ils ne savent pas qui je suis, ils sont neutres, ils sont prêts à m'écouter. Si c'est un collaborateur, ben oui, parfois il a son caractère, ou un collègue, hein, il a son caractère, mais je pense que cette personne peut évoluer et qu'en elle, il y a des qualités, il y a de l'humain. Si c'est votre couple, ben oui, je sais bien que sur ce sujet, avec ma femme, avec mon mari, chaque fois on va s'engueuler, mais si je décide de lui parler, c'est que je pense, je sais, je crois qu'il y a quelque chose de positif qui peut arriver. Sinon, pourquoi je m'adresse à la personne? Et fort de cette vision, de cette perception positive, vous allez donner le meilleur de vous-même. Vous serez plus détendu, plus souriant, plus à l'écoute, plus clair.
Et donc, le mental est très important. Vous voyez, le mental, c'est comme un sportif, hein. Il rentre sur un terrain de tennis, il y croit ou il n'y croit pas à son match. S'il a des doutes, il a déjà perdu un fort pourcentage de réussite. Donc, vous rentrez dans une communication, partez avec un mental fort, parce que derrière, la forme du corps, la forme de la voix ont plus de chances de suivre. Voilà. Vous n'allez peut-être pas gagner le match, mais vous ferez un bon match. Vous n'allez peut-être pas gagner la relation avec l'autre, mais au moins, vous aurez mis tous les atouts pour réussir cette relation. J'arrête la présentation, je reviens au slide. Donc, vous voyez, ce mental, il est important parce qu'il colore justement le corps. Hein. Encore une fois, vous voyez, c'est intéressant pour nous. Il y a deux portes d'entrée. Soit je me dis, je me tiens droit, je respire, je regarde. Ou bien l'autre porte d'entrée, c'est de se dire, moi je pars du principe que l'autre personne, derrière ce côté très agressif qu'elle a, il y a de l'humain, il y a de la sensibilité et elle est prête à changer. Et ça va changer des choses. Et puis vous faites les deux, hein, vous travaillez sur le corps et sur la pensée. Alors, les mimiques. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Alors, les mains. Les mains, je ne sais pas pourquoi, c'est une obsession des gens. Et donc, chaque fois qu'on va faire une formation sur la prise de parole en public, les gens me disent, mais alors qu'est-ce que je fais de mes mains? Alors, bon, on va faire un chapitre sur les mains. Alors, en visio, vos mains, on ne les voit pas trop, c'est bien. Ça vous arrange. Et c'est dommage, parce que les mains, elles ponctuent. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Les mains, vous pouvez les mettre ou en bas, ou au milieu, ou en haut. Alors, on va voir ce que ça donne. Si vous les mettez en haut, je vous invite à faire de la politique, et plutôt un parti assez extrémiste pour soulever les foules. Hein, c'est le style, je vous ai compris, c'est allons-y, c'est la révolution, c'est quelque chose comme ça, d'accord? Dans le cadre de votre travail, vous n'aurez pas trop à faire ce genre de choses, à mon avis. On ne sait jamais, peut-être que vous voulez, avec enthousiasme, soulever vos 400 collaborateurs, allons-y, nous sommes tous réunis ici, voilà, bon. Mais au quotidien, voilà, si je parle à ma femme comme ça, elle va être très inquiète, se demander pourquoi je lève les bras au ciel. Deuxième possibilité, c'est avoir les bras en bas. Et les bras en bas, vous voyez, l'autre jour, je coachais comme ça une jeune une chercheuse, fille brillante, et elle explique ce qu'elle a à faire, mais comme elle ne sait pas faire, comme elle ne sait pas quoi faire de ses mains, elle laisse en bas. Et donc, elle vous parle comme ça. Et elle vous dit qu'elle a un projet absolument passionnant en ce moment, avec effectivement des débouchés, et puis qui va vraiment révolutionner les techniques agricoles que nous avons actuellement sur le marché. Vous voyez bien qu'entre le discours et le corps, il y a un gap. C'est-à-dire que le corps, il n'est pas enthousiaste, parce que l'énergie, elle est basse, elle est molle. Donc ça veut dire que vos mains, eh bien, il faut les mettre ici. Hein, vous voyez, entre la ceinture et la poitrine, vous avez tout un espace, et puis vous allez les laisser vivre. Elles ponctuent, elles sont là, elles font des choses comme ça. Vous voyez, voilà. Parfois, vous allez avoir les bras croisés. Et alors, c'est pas grave. Vous voyez, je ne suis pas pour ce genre d'ouvrage qui donne à chaque geste une signification. Parce que c'est faux très souvent, parce que c'est très limitatif. Et puis, je peux vraiment être dans l'écoute de l'autre en ayant les bras croisés, vous voyez. Je peux parfois avoir les mains dans les poches. C'est pas grave, c'est pas grave. En revanche, prenez-en conscience. Et si vous voyez que vous restez comme ça longtemps, peut-être que vous avez intérêt à ouvrir. Et si vous êtes dans une zone de turbulence, avec un interlocuteur qui vous agace, vous avez intérêt à ouvrir, pour être vraiment en contact, pour que vous parliez à la personne avec vos mains. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte une énergie. Hein, voilà. Là, je suis vivant. Là, je ne suis plus mort. Là, je suis mort. Vous voyez? Donc, c'est vivant. C'est vivant. Alors, ça veut dire quoi? Parfois, les gens ils disent « Oh, je ne sais pas que faire, alors je prends un stylo. » Oui. Le problème du stylo, c'est qu'il va un peu vous coincer. Si ça vous rassure, faites-le au début, mais là aussi, apprenez à poser ce genre de choses. Hein. Ou c'est, j'ai mon texte là, et puis je tiens mon texte à la main. Là aussi, ça bloque un peu. Faites-le au début si ça vous rassure, mais très vite, apprenez à poser ce genre de choses. Ça ponctue. On n'aura pas le temps d'aller dans ce détail-là, mais les mains aident à ponctuer votre discours.
Si je parle sans mes mains, je risque d'avoir, j'ai eu le cas d'une personne que je coachais il y a 2 jours de ça, et qui était très dans la tête. Donc elle avait ces phrases comme ça qui s'enchaînaient, etc., les unes aux autres. Il y avait tout un débit comme ça extrêmement long. Vous voyez la forme, comme ça. Et c'est pas, ça n'accroche pas du tout lorsqu'on parle comme ça pendant très longtemps. Vous ennuyez tout le monde et personne ne vous écoute à la fin. À partir du moment où la personne a parlé avec ses mains, ça a mis du rythme, c'est descendu dans le corps, ça a rythmé, ça a mis des silences, ça a mis des points, ça a mis des blancs. Et tout d'un coup, il y a du relief. Et là, on ne peut plus écouter. Donc, les mains qui ponctuent, c'est bien, c'est important, laissez-les vivre. Si vous croisez les bras, ce n'est pas grave. Si à un moment donné, vous en rendez compte, hop, vous ouvrez et vous repassez sur autre chose. Voilà sur les mains. Alors, donc vous voyez toutes ces choses-là, hein, si je reprends, je respire, j'ai une pensée positive sur moi et sur l'autre, je me tiens droit, mon corps ponctue les choses, je suis en contact visuel avec les autres, je souris, voyez. Et donc, ça va m'aider à avoir un discours qui va être plus posé. Après, on pourra travailler le discours, hein, faire de la rhétorique et voir comment on organise ces arguments. Mais déjà, je vais dire des choses de manière plus ponctuée, plus calme, plus convaincante. Si je suis en interaction, ça va être important de faire des silences pour écouter l'autre. Mais mon corps, quand il écoute, reste calme, même si les autres m'agressent en face. Voilà, je montre que je suis serein. Et quand je réponds, je vais répondre avec calme. Ce n'est pas être hautain ou être méprisant que de faire ça, parce que parfois on peut entendre ce genre de choses. Non, 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 non. C'est simplement, avec sincérité, j'écoute positivement, je projette positivement des choses sur les autres, et quand je parle, calmement, ce qui montre que je suis serein, que je suis ancré, que je suis posé, que je suis fiable, qu'on peut me faire confiance, etc., 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 etc. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Votre interlocuteur va se le dire inconsciemment. Bien sûr, lui, il ne fait pas de l'analyse comme on fait en formation, mais c'est vous, moi, monsieur tout le monde, dans la vie de tous les jours, qui perçoit du mieux-être, du moins bien-être, de l'attention, du calme. Il ne sait pas trop pourquoi, et ce sont toutes ces petites choses-là qui apportent ça. Oui, vous parliez, il y a quelqu'un parmi les 3 qui sont exprimés au début de tics verbaux, vous voyez, et de tics verbaux et de choses qui ne reviennent pas à l'esprit. Alors, c'est 2 choses différentes. Ne pas savoir oublier ce qu'on a à dire et s'en souvenir après, ça arrive à tout le monde. Donc déjà, décomplexé par rapport à ça, vous êtes normaux. Vous avez un cerveau qui fonctionne normalement. On appelle ça l'esprit d'escalier. L'esprit d'escalier, c'est Descartes qui disait ça à propos de Voltaire, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, Voltaire, qui est un esprit brillant, un homme brillant, et notamment dans la parole, eh bien, Voltaire, un jour, sort d'un salon où il vient d'avoir une joute verbale avec quelqu'un, il est agacé parce que l'autre lui a cloué le bec, et lorsqu'il sort de ce salon, de cet hôtel particulier, dans l'escalier, il se dit « Bon sang, j'aurais dû lui dire ça ». D'où l'esprit d'escalier. Eh bien, ça nous arrive à tous. Pourquoi ça nous arrive? Parce que lorsque nous sommes dans une phase d'émotion, notre cerveau raisonne mal, et donc c'est normal qu'on oublie des choses. Et on les aura après. Bon, ben, on les dira après, à ce moment-là, on ne peut pas faire autrement. Mais le fait d'être calme et ancré peut nous aider justement par rapport à ça. Les tics verbaux, c'est des choses qui vont venir justement parce que vous n'êtes pas assez posé. C'est parce que vous allez trop vite. C'est parce que vous ne mettez pas des points. Donc moi, je vous invite, par rapport à ça, et encore, c'est quelque chose que j'ai vu il y a 2 jours, en coachant une personne, c'est que vous allez souvent beaucoup trop vite lorsque vous communiquez. Que ce soit avec face à un groupe ou dans une personne avec que vous voulez convaincre. Il y a une sorte d'urgence comme ça en entreprise qui fait qu'on va vite. Et c'est une erreur. Alors,
Dans 80% des cas, ça ne pose pas de problème. Dans 20% des cas, vous allez trop vite. Situation délicate, ralentissez. Posez-vous. Respirez. Ayez une pensée positive sur l'autre. Écoutez. Avant de parler dans une interaction, écoutez l'autre. Plus vous écoutez, plus vous êtes en position de force. Plus vous allez pouvoir ajuster votre parole. Lorsque vous parlez, ralentissez, parlez calmement. Vous n'avez pas besoin de parler rapidement pour dire les choses. Parlez calmement. Ralentissez. Mettez des points. Souvent, les gens, ils parlent et puis la phrase se termine en mot et alors jamais ça se termine. Ils ont toujours une idée et on se demande quand c'est que ça va s'arrêter. Mettez des points. Quand vous mettez un point, il y a un silence derrière. Lorsque vous voulez mettre un mot en évidence, vous mettez ce mot en évidence. Vous mettez un silence avant, un silence après. Vous voyez, vous sculptez. La voix, elle sculpte. C'est pour ça que je parle de la voix avec le corps, parce que c'est de la forme, c'est de la sculpture, tout ça. Vous sculptez votre discours. Et un petit truc aussi que je vous invite à faire lorsque vous prenez la parole et que vous expliquez quelque chose à quelqu'un, c'est d'utiliser les fausses questions. C'est très, très utile. Les fausses questions, c'est de dire, par exemple, alors, quels sont les outils de communication qui vont nous permettre de résoudre ce problème? Eh bien, ces outils sont, voilà, ça c'est la fausse question. C'est-à-dire que j'ai posé une question pour introduire ma partie, mais bien évidemment, j'attends aucune réponse de votre part. Ça me permet de ponctuer, ça me permet d'introduire ce chapitre-là, et donc de mettre du relief. Voilà, j'ai fait un tour, un ensemble de choses. Il reste 10 minutes, ce serait intéressant d'avoir quelques minutes d'échange. Mais vous voyez, entre cette pensée, on se calme, tout cet ensemble corporel que l'on pose et ce langage qui va se sculpter, se poser, tout cela fait que vous donnez à voir, à entendre, à percevoir quelque chose qui apaise. Et si l'autre est apaisé, ça va vous apaiser et vous rentrez dans un cercle vertueux. Voilà, merci de m'avoir écouté. La parole est à vous maintenant, pendant la minute qui nous reste. Est-ce qu'il y a des questions ou des choses à préciser? Des questions de vive voix ou posées dans un chat? Oui, si vous voulez, ça peut être dans le chat aussi, oui. Pas de questions, tout serait clair. Peut-être des situations qui vous posent problème et vous dites, là, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Mhm. Moi, j'ai peut-être une question à Kimdam, du coup, Fréquin. Je me demandais, lorsqu'on est en échange, donc pas forcément juste une présentation, avec plusieurs personnes, où j'allais dire, les volumes de voix peuvent être différents. Est-ce qu'il y a une méthode pour un petit peu capter, canaliser, enfin, permettre à la personne qui veut parler, bah, de prendre la parole, enfin de prendre la lumière, j'allais dire, et de ressortir un petit peu de la discussion. Mhm. Mhm. Oui. Alors, difficulté en groupe, effectivement, de se faire entendre. Alors, il y a plusieurs éléments qui font qu'une voix, elle va être pertinente. Il y a la question d'attaque, donc d'articulation, d'énergie dans la voix. Vous savez, des gens, ils ont des voix un peu molles ou pas très élevées. Donc, il y a ça. Donc, vous voyez l'articulation, l'énergie. Mais bon, tout le monde n'a pas sa voix. Moi, je dirais,
attention, lorsqu'on est en groupe, c'est important d'avoir des règles de groupe qui permettent justement ce genre de choses, cette diversité. Donc, s'il y a un animateur qui anime ce groupe, il en faudrait un, ça serait bien à un moment donné de veiller à ce que tout le monde prenne la parole. Parce que vous avez des gens, effectivement, ils ne vont pas réussir, ils vont se faire couper la parole par les autres. Et vous voyez, même avec le plus de brillance possible, si vous avez quelqu'un qui systématiquement coupe la parole, ça va être très difficile de trouver sa place. Donc voilà, allez-y, attaquez, soyez net dans votre attaque, mais à un moment donné, il faut aussi que le groupe soit soutenant, quoi. Ok. Oui. Alors, je vois une question, est-ce que vous faites des ateliers? Oui, oui, là, on voit effectivement, vous voyez ça en 1 heure, c'est un condensé. Évidemment, un sujet comme celui-là, c'est important de le faire, de le jouer, de le mettre en interaction, vraiment. Alors là, vous voyez, vous êtes trop nombreux, vous serez 5, 6, on pourrait faire par la visio des échanges, comme ça, on pourrait jouer une situation, vous voyez, où vous êtes en échange avec moi, et comme ça, vous testeriez une façon de vous exprimer, d'être convaincant. Là, à 13, c'est un peu compliqué. Et en présentiel, évidemment. Alors là, c'est en groupe ou seul, c'est l'idéal. Alors, est-ce qu'il y a-t-il d'autres choses qui vous intéresseraient à savoir? Je peux vous présenter, sinon, il reste quelques minutes, un dernier schéma. Hein? Présente un dernier schéma, Olga? Ah, il y a Christophe qui a levé la main. Ah ben oui, Christophe, allez-y, parlez. Bonjour. Hop. Donc, Christophe de l'Union TLF. Moi, c'est plus pour apporter un conseil qui a très bien fonctionné pour moi, parce qu'à une période de ma vie, j'ai été amené à faire assez souvent des conférences, donc devant un parterre de chefs d'entreprise. Donc, il fallait que je me donne confiance. Et un conseil qui avait fonctionné, c'était au préalable de la conférence, c'était de prendre des positions de force. C'est-à-dire que dans la nature, les animaux, quand ils veulent montrer un peu qu'ils ont des muscles, ils prennent le maximum de place et ça les met en confiance, un peu comme si on montait dans l'arène. Et quand on doit s'exprimer devant beaucoup de monde, l'idée de prendre de la place avec son corps, bah, ça nous donne confiance, en fait. Et inversement, si on n'a pas confiance en nous, on va avoir tendance à prendre peu de place. Donc déjà, ça va se voir avec les champs d'énergie que vous voyez, mais ça va surtout renforcer le manque de confiance que l'on a. Donc même si on n'a pas confiance en nous, il faut penser à prendre entre guillemets, «un peu de volume» et ça va nous permettre de mieux nous exprimer. Donc voilà, c'est un conseil qui avait marché pour moi et que j'espère qu'il pourra marcher pour d'autres. Merci Christophe de dire ça, parce qu'effectivement, ça me rappelle quelque chose que je voulais dire, vous voyez, et que j'avais oublié. Vous voyez, l'esprit d'escalier, je serais parti en disant « Oh zut, j'ai oublié de dire ça ». C'est un élément important, effectivement, l'imaginaire. L'autre jour, donc, c'était une jeune fille qui est une étudiante brillante, qui doit passer un concours, et donc je l'ai aidé à préparer son concours à l'oral. Et donc, un certain nombre de tics, comme ça, on travaille sur le corps, la voix, etc., etc. Mais à un moment donné, je lui dis… Imagine, tu vas refaire ce que tu viens de faire, mais imagine que tu n'es pas une étudiante face à des professeurs qui ont 20, 30 ans de plus que toi. Imagine que toi-même, tu es déjà une professionnelle. Tu es déjà une professionnelle qui parle à d'autres professionnels. C'est-à-dire que dans ta tête, tu ne te mets pas en dessous, tu te mets au moins à égalité. Et même parfois, vous pouvez vous dire face à un groupe, moi je vais leur apporter des choses, je vais leur expliquer des choses. Peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec moi, mais je leur apporte quelque chose. Donc, j'ai un savoir, j'ai une compétence. Vous voyez, le hockey plus, il est là. Et le fait de s'imaginer comme ça, je suis spécialiste, je suis professeur, je suis bienveillant, je suis… Et comme vous dites, ça peut être aussi, je suis un animal, je suis quelque chose comme ça, vous voyez. Dans votre tête, vous formatez déjà quelque chose d'extrêmement puissant. Et du coup, votre voix est plus calme, vous êtes posé, vous expliquez les choses. C'est plus la petite étudiante qui parle, c'est la professionnelle qui s'adresse à d'autres professionnels. Et ça, c'est fort, voyez. Ils ont beau avoir 30 ans de plus, c'est un professionnel qui parle à d'autres professionnels. Voilà, c'est extraordinaire. Hein, nous avons une richesse en nous, donc c'est à nous à le faire sortir. Alors merci Christophe d'avoir dit ça, voilà, ça me fait penser à ça, c'est très important. Brice, j'ai vu passer une question sur la distance idéale dans la communication professionnelle, voilà, entre deux personnes. Alors, c'est variable. C'est variable, c'est culturel, ça, vous savez, donc tout dépend quelle est l'origine de la personne, nationale, ethnique. Donc c'est variable, c'est à vous de sentir ce qui est acceptable ou pas.
Donc, c'est difficile de répondre à ça. Mais c'est vrai qu'il y a des distances qui vont être trop proches, donc trop intimes, qui risquent de gêner. En même temps, si on est très éloigné, il y a quelque chose de très formel. Donc, qu'est-ce qui peut être fait? À vous de sentir dans la façon de regarder, C'était ça, quel code? Bonjour. Quel Oui. code, qu'est-ce qui peut nous dire, ah, on est trop près ou on est trop loin? Comment on sait que la personne est bien? Quel signe corporel on doit regarder? Bah, c'est à vous de sentir, hein. Je vous fais une réponse bien vague, hein. Mais vous voyez, par exemple, je vous donne Moi, l'exemple. je fais un pas en arrière, tout bêtement, hein, c'est très quand c'est trop près, les gens sont trop près quand ils discutent, oui, Oui. on recule naturellement. Voilà, oui, c'est ça, les gens risquent de reculer. Mais vous voyez, si les gens sont un peu crispés, un peu tendus. Vous voyez, l'autre jour, par exemple, je parlais à une jeune femme, très jeune femme, et donc elle avait énormément de mal à soutenir mon regard. Vous voyez, le fait, comme je disais, on regarde quelqu'un pendant quelques secondes, mais une seconde, 2 secondes, c'était trop pour elle. Et donc, je me suis efforcé à moins la regarder en lui parlant, pour que justement elle puisse sortir de son enfermement et qu'elle puisse me regarder. Je parlais, il fallait qu'elle puisse me regarder. Donc, est-ce que le regard est trop présent et gêne? Est-ce que... Voilà. Et donc, si vous sentez que la personne est un petit peu mal à l'aise, peut-être qu'effectivement, lui laissant un peu plus de place, ça peut l'aider. Et c'est très touchy tout ça, hein, D'accord. J'ai entendu qu'il y a 3 distances et il y a une distance intime qui est dans le rayon du bras tendu, donc qui fait à peu près 45 centimètres. Donc c'est une distance de protection et qui est réservée vraiment aux personnes intimes, c'est-à-dire la famille proche. Et ensuite, il y a une distance plus sociale qui fait 1 mètre, c'est-à-dire 2 bras tendus, donc et plutôt discuter à ce niveau-là, de 50 centimètres. Mais après, évidemment, ça dépend aussi du sujet. On peut, et puis de la connaissance que nous avons de la personne en face. Donc, c'est aussi se mettre déjà en sécurité, se sentir en sécurité et confortable pour communiquer, et puis voir en fonction du sujet et des circonstances, de s'approcher peut-être ou de s'éloigner pour s'ajuster par rapport à la personne. Oui, c'est ça. Ça dépend des personnes. Vous voyez, même professionnellement, moi, il y a des gens que je connais très, très, très bien. Ce n'est pas des amis, mais c'est vrai qu'on se parle vraiment, je ne dirais pas intimement, mais on se dit vraiment les choses en toute transparence. Et donc, même physiquement, on peut être proche, vous voyez. Et puis, l'autre personne, il y a cette distance qui est plus formelle, hein, qui est là. Voilà. Mais c'est vrai, Olga, ce que tu dis est très important. C'est vous-même, est-ce que vous-même, vous êtes en sécurité? Est-ce que vous vous sentez bien? Commencez par ça. Hein, vous ne vous mettez pas dans une situation qui vous mettra dans l'embarras. Nous sommes arrivés au bout de notre expérience et cet échange. Alors, j'ai envie de préciser que suite à donc peut-être la semaine prochaine, je vais diffuser une petite enquête de satisfaction qui va clôturer le cycle de différents webinaires que nous avons programmés tout au long de ce semestre. Et n'hésitez pas à répondre, il y aura 2-3 questions et surtout suggérer des nouveaux sujets. En préparant ce webinaire avec Fabrice, nous avons évoqué des différents sujets. Nous avons choisi celui-ci, mais après, Fabrice, il peut évidemment intervenir et pour sensibiliser sur beaucoup d'autres sujets. Vous avez vu tout à l'heure au début de sa présentation. Donc, n'hésitez pas à compléter et enrichir nos choix pour le semestre prochain et à venir 2024. Merci beaucoup, Fabrice.